Oh, le joli téléviseur, le téléviseur OLED Panasonic GZ2000, c'est mon téléviseur coup de cœur depuis maintenant des mois. Je travaille avec, je connais par cœur ses qualités et ses défauts. Et maintenant, bel objet, il est temps de rencontrer un de tes descendants, le JZ2000. Mais quoi qu'il arrive, tu resteras dans mon cœur comme un des meilleurs téléviseurs OLED côté cinéma. T'es vraiment une bête de compétition, toi. Vous me connaissez, quand je fais ça, ça veut dire que je mijote un truc. Regardez, messieurs, dames, voici le téléviseur OLED Panasonic JZ2000. Genre, il n'est pas lumineux du tout, hein. Il va bien éclairer votre living, hein. Regardez un petit peu. C'est assez étonnant, c'est de l'OLED. Et on va en parler pendant toute cette vidéo avec bien sûr plein de trucs, plein de surprises pendant que je pars en moonwalk. Allez, go! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis vraiment, mais vraiment très content de vous accueillir dans cette vidéo. Vous vous rendez compte? Le Panasonic JZ2000, ça fait des mois que j'attendais ce produit. Il est là, je suis donc extrêmement ravi de vous le présenter, de le tester. Alors justement, deux petites choses avant qu'on commence. La première, la vidéo est datée au 5 juin 2021. Deuxième chose, c'est ce téléviseur-là qu'on a testé. Donc celui-ci, notre exemplaire qu'on a testé, Sylvain et moi, on ne sait pas ce qui a été envoyé en Asie, ni dans d'autres rédactions, ni aux États-Unis, on ne sait pas. Nous, c'est celui-ci qu'on teste et qu'on mesure. Voilà. Et le truc, c'est que ce qui est intéressant avec cette vidéo et qui, moi, me met le cœur en joie, c'est que je sors de ma zone de confort. Vous vous rendez pas compte? Là, ça fait quand même 5 ou 6 bancs d'essai que je laisse sur la chaîne le dimanche matin. Alors, il y a eu quand même 2 téléviseurs LG. Deux téléviseurs LG. Hein. Il y a eu 2 téléviseurs Sony, alors Sony OLED et LCD. Il y a eu un téléviseur Samsung et là, Panasonic. Et ça me donne l'occasion de raconter une nouvelle histoire, une autre histoire autour de l'OLED parce que vraiment, Panasonic et l'OLED, c'est une véritable histoire d'amour que je vais vous narrer justement pendant cette vidéo, pendant bien sûr on va s'amuser ensemble parce que l'idée c'est de faire cette vidéo en 2 parties comme à chaque fois. La première partie, je vais planter le décor de la vidéo, c'est-à-dire planter le décor de ce qu'est ce produit. Je vais le faire de façon très grand public, accessible, on va vraiment en parler ensemble, je vais décortiquer les choses de façon tout à fait digeste, messieurs, dames. Après, il y aura mes résultats sur le terrain, donc mes expériences avec un groupe tout à l'heure de gamers qui sera ici, qui va jouer avec le téléviseur. Il y aura également des extraits de films, il y aura une captation en 3D binaurale pour savoir ce que vaut le système audio de ce téléviseur qui est annoncé comme absolument et totalement unique au monde. Alors, est-il réellement unique au monde? Vous l'écouterez tout à l'heure. Après tout ça, on ira retrouver, pour les gens qui veulent aller encore plus loin dans la technique, on ira retrouver Sylvain. Et Sylvain a mesuré ce téléviseur pendant plusieurs jours. Vous saurez tout sur la luminosité, vous saurez tout sur l'espace colorimétrique, comment est-il couvert ou pas, vous saurez tout sur la latence en gaming, est-ce qu'on peut vraiment jouer et ça capote pas. Il y aura des surprises d'ailleurs de ce côté-là tout à l'heure. On va en parler, on va en parler. Et après Sylvain, on va regrouper toutes les informations et faire les plus et les moins. Et une petite conclusion qui va bien. Voilà, je suis extrêmement excité. Vous vous rendez compte dans quel état je suis là? Je suis là en short et tout, prêt à attaquer et vous parler de l'histoire d'amour entre Panasonic et l'OLED, car il s'agit bel et bien d'une histoire d'amour, messieurs, dames. Tadam! Annoncé au CES 2021, CES virtuel, voici donc le Panasonic JZ2000. Il existe en 55 pouces et 65 pouces, comme celui qui est derrière moi. Alors, à chaque fois qu'on parle de Panasonic et d'OLED, les gens disent les OLED Panasonic, ce sont les meilleurs qui soient pour le cinéma. Bon, le gaming, on en parlera tout à l'heure, pour le cinéma. Et pourquoi? Et à juste titre d'ailleurs, parce que Panasonic est très investi dans le monde justement du cinéma à Hollywood, puisqu'ils ont le Panasonic Hollywood Laboratory. Alors, c'est quoi, pour les gens qui ne connaîtraient pas? C'est un endroit extraordinaire où se rejoignent comme ça tous les coloristes, donc les étalonneurs des couleurs, et ils font des masters, c'est-à-dire qu'ils étalonnent les couleurs des masters de films que vous regardez, donc que ce soit sur Netflix ou bien les Blu-ray discs, ils travaillent l'image, sont donc des pros de l'image pour luminosité, colorimétrie et autres. Alors Panasonic, ils sont pas fous, hein. Ils se disent, bah voilà, on a les gars sur place à Hollywood, on va donc les utiliser gentiment pour qu'ils nous aident à concevoir le meilleur processeur, la meilleure colorimétrie, les meilleurs modes de pré-réglage image, mode pro et autres. Ils ont en effet tout le savoir-faire, messieurs, dames, tout le savoir-faire de Hollywood dans le téléviseur. Et croyez-moi, ça se voit et c'est ce qui a fait toute la réputation de Panasonic au niveau de l'OLED dans le cinéma. Alors, il n'y a pas que ça, il y a également le fait que là, vous avez un téléviseur OLED, la dalle OLED est une dalle LG, mais attention, une dalle LG entièrement peaufinée par les ingénieurs de Matsushita, hein, donc au Japon, de Panasonic, qui reprennent tout à zéro. Ils ont la dalle, hein, c'est la matière première, et derrière ils disent on va travailler l'image afin justement d'avoir la meilleure alimentation possible, la meilleure gestion des pics de luminosité. Le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait une belle luminosité sans pour autant qu'il y ait de dommages sur la dalle, ça reste de l'OLED. Hein. Donc ils travaillent également sur l'alimentation, sur le refroidissement, ils travaillent sur la gestion de la consommation pour que ce soit un résultat équilibré et percutant.
Là, cette fois-ci, ils ont dit on a atteint en effet le Cinema Master OLED le plus performant qui soit sur cette génération. On verra tout à l'heure avec les mesures. Dans tous les cas, vous avez vu au début de la vidéo, c'est quand même un petit peu lumineux cette affaire, hein. Il commence à bien cracher. Donc, on va voir tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est la philosophie de Panasonic, c'est-à-dire qu'ils prennent le cinéma, ils te le mettent là-dedans. Et attention, la nouveauté avec le JZ2000, c'est qu'il n'y a pas que le cinéma. Parce que c'est ce qui manquait, c'est la touche qui manquait à Panasonic, c'est d'avoir un téléviseur qui était cinéma et gaming. Et ça n'était jamais arrivé auparavant. Donc on va rentrer dans les détails, vous allez comprendre ce qui va et en même temps ce qui ne va pas. Parce qu'il y a des trucs qui sont... Allez, on y va. Toc, 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 toc. À ma connaissance, c'est le même filtre anti-reflet que sur les précédents modèles. Alors c'est un téléviseur Ultra HD 4K qui a pour avantage number one déjà qu'il n'a pas de paroisse. Lui, il ne connaît pas les paroisses. Il est compatible HDR10. HDR10+, HDR10+ adaptif, vous savez, avec le petit capteur qui vous dit c'est le jour, c'est la nuit, je m'adapte. Compatible Dolby Vision et Dolby Vision IQ. Donc, il sait tout faire. Quoi que vous le balanciez, ce produit va en effet indiquer Dolby Vision, HDR10+. Il va gérer tout ce que vous allez lui donner. Alors ça, c'est quand même un super avantage. Attention, autre avantage, derrière toutes les images, il y a un processeur. Et dans le cas présent, le processeur historique chez Panasonic, c'est le HCX Pro. Et cette fois-ci, comme sur les modèles de leurs concurrents, figurez-vous qu'il est totalement intelligent. L'idée de base pour Panasonic, c'est d'offrir un traitement dit intelligent pour les images et le son qui soit au plus proche de ce que l'on perçoit nous en tant qu'être humain. Voilà, c'est d'avoir une image la plus naturelle possible. Mais vous avez le choix des armes avec plein d'autres trucs dans le menu. Ça qui est intéressant. Vous avez donc un mode dynamique pour les images, un mode automatique avec l'intelligence artificielle. Vous avez un mode normal, le Filmmaker Mode. Vous avez des modes qui sont peaufinés justement par les coloristes à Hollywood qui disent voilà, ça c'est en effet une bonne colorimétrie et autres. Bref, vous avez le choix des armes pour avoir la meilleure image possible. Comme vous le voyez actuellement à l'écran, le menu déborde de paramètres. Il y en a de tous les côtés et tout est expliqué en français. Vous avez un petit texte pour expliquer les choses. Ne vous inquiétez pas, on vous prend par la main, vous activez ou vous n'activez pas. Il y a des modes de compensation de mouvement, il y a plein de trucs. Il y a même un mode qui permet de faire du HDR, de fabriquer du HDR à partir d'une source qui ne l'est pas. On sent que le cerveau fonctionne pas mal du tout. Le HCX Pro intelligent permet justement de faire des tas de choses. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Venez avec moi, il faut que je vous prenne par la main, on va parler ensemble. Voilà, je me suis mis là façon Forrest Gump avec les petites manettes en chocolat à côté de moi parce qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de gaming, il faut qu'on parle de compatibilité. Et ce téléviseur, vous le savez, est annoncé comme le premier téléviseur OLED Panasonic compatible gaming comme le font ses confrères, ou plutôt ses concurrents, c'est-à-dire Ultra HD, 4K, 120 images par seconde, le truc en vogue quoi, avec le VRR, ALLM. Alors au 5 juin 2021, il y a comme un petit problème, il y a quand même un petit truc qui ne va pas, hein. Je vous explique ce qui se passe. Actuellement, au moment où je vous parle, ce téléviseur n'est pas compatible Ultra HD 120 images par seconde et ne le sera pas lors de la mise en vente. Il faudra attendre une mise à jour que Panasonic a promis. Ils ont promis une mise à jour en 2021 pour avoir de l'Ultra HD 4K 120 images par seconde. Alors que se passe-t-il si ce téléviseur reçoit un signal Ultra HD 4K 120 images par seconde? Lui, il va afficher quelque chose. Il va afficher du 3840 pixels sur 1080p. C'est-à-dire qu'en effet, au lieu de 2160, vous aurez la moitié de la définition verticale sur le produit. Donc vous aurez une image 3840 x 1080p. Donc une image qui n'a pas sa pleine définition. Voilà, c'est ce qu'on peut dire actuellement dans le cas du 120 images par seconde. Si vous lui envoyez du 60 images par seconde, il va être Ultra HD 4K. Plein pot, pas de problème, il pourra le faire. C'est le 120 en 4K qui a un problème. Si vous envoyez du Full HD, le Full HD peut passer en 60 images par seconde ou bien 120 images par seconde sans aucun problème sur le téléviseur. Le VRR est à bord également. Alors le VRR, je rappelle, c'est le téléviseur qui se cale comme ça au nombre d'images par seconde du jeu. Voilà, le VRR subit exactement la même chose, c'est-à-dire que le VRR ne peut pas être activé, enfin ne peut pas être actif sur l'Ultra HD 120 images par seconde. Il ne peut l'être que sur le 60 images par seconde en Ultra HD 4K. Par contre, en Full HD, il n'y a aucun problème pour l'activer en 60 et en 120. Alors, le problème du VRR ainsi que le problème justement lié à la définition et au balayage devrait être réglé en 2021. Mais pour le moment, je peux vous dire que le produit va être mis en vente sans qu'il y ait de ça dessus. Stop, stop. Là maintenant débute le grand moment incroyable du vortex de la prise de tête des neurones. Tenez-vous bien parce que là c'est du high level. Alors je l'ai dit tout à l'heure, la définition est divisée par 2 quand on est en Ultra HD 4K 120 images par seconde. Enfin bref, il y a un truc qui est fait au niveau du téléviseur. Mais attention, regardez bien. Que se passe-t-il quand le téléviseur reçoit un signal en 120 images par seconde en Ultra HD 4K? Regardez bien, il y a une lucarne qui s'affiche sur le téléviseur qui vous dit qu'en effet,
il y a de l'Ultra HD 4K 120 images par seconde. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le téléviseur reçoit ce signal. Il indique, voilà, je reçois ça. C'est la lucarne que vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'il l'affiche. Donc, que fait la Xbox pour tester le téléviseur? Elle va envoyer un signal Ultra HD 4K en 120 images par seconde. Il n'y a pas de problème. Et le téléviseur va afficher sa propre lucarne en disant, je reçois du 120 images par seconde en Ultra HD 4K. Et là, tout le monde se dit, bah, ça veut dire que c'est diffusé par la dalle. Eh bien non, c'est-à-dire que c'est reçu, mais le téléviseur va faire un downscale, va faire passer la définition verticale de 2160 à 1080 lignes, tout simplement. Cette partie-là, enfin, je vais vous montrer, cette définition en hauteur verticale qui est divisée par 2 à ce moment-là. Et on a fait les essais. En plus, c'est vrai. Vous avez moins de définition quand on est en Ultra HD 4K, 120 images par seconde. Donc, c'est comme si on passait de 2K à 1K. En définition verticale. Avouez que c'est pas simple à montrer, que c'est pas simple à expliquer. C'est pour ça que j'ai retardé au maximum la vidéo parce que je voulais vraiment enquêter auprès de Panasonic en Europe et un peu partout pour avoir les confirmations, faire revenir Sylvain avec justement l'émir. On va parler des ports HDMI. Il y a 4 ports HDMI sur ce téléviseur. 2 de ces ports sont HDMI 2.1. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que sur un téléviseur 2021 Panasonic, qui plus est donc Panasonic, cinéma, gaming, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas directement 4 ports HDMI 2.1? Eh bien c'est le même problème qu'on retrouve sur les téléviseurs Sony. Parce que c'est pas eux, ce n'est pas Sony ou Panasonic qui fabriquent ce qu'on appelle le SoC, c'est-à-dire un processeur qui va gérer les HDMI, ce n'est pas eux qui fabriquent ça, c'est Mediatek. Et Mediatek ne peut pas, à ma connaissance, assurer les 4 ports HDMI 2.1, contrairement à LG ou Samsung, qui eux ont les 4 ports HDMI 2.1 parce qu'ils fabriquent eux-mêmes leur processeur de gestion de la HDMI 2.1. Les 2 ports HDMI 2.1 offrent un débit numérique maximal de 40 Go par seconde. Comme pour le LG C1, c'est la même chose. On estime qu'avec une dalle qui est donc 10 bits, c'est pas la peine de monter à 48 gigabits par seconde. C'est un choix industriel pour plusieurs marques, dont Panasonic, dont LG, qui ne dépasse pas les 40 Go par seconde. Voilà. Et vous inquiétez pas, ça va bien quand même. Autre truc, ce téléviseur n'est pas compatible avec IMAX Enhanced, donc il n'a pas de décodeur DTS. Donc si vous avez un signal DTS sur un Blu-ray disc, vous allez entendre du son. Mais il n'y aura pas de décodage DTS et il ne peut pas non plus être basculé par la HDMI eARC. Il y a plein de trucs intéressants sur ce produit. Le menu qui est ici, donc la surcouche interface de tous les côtés, c'est donc My Home Screen en 6.0. Elle a un peu évolué, elle est un peu plus digeste pour être manipulée. C'est pas ma préférée. Je continue à adorer WebOS, c'est personnel. Le 6.0, c'est une merveille. Tandis que là, bon, on trouve quand même pas mal de choses. On trouve Netflix, on trouve YouTube, Molotov, on trouve Arte, Deezer, on trouve Rakuten, on trouve Prime Video. Mais il manque des gens. Il manque des gens à bord là-dessus. Il manque MyCanal, il manque Apple TV. C'est pas Android TV. Donc il manque Apple TV, il va manquer Disney+, il y a plein de trucs qui sont comme ça un petit peu manquants sur ce type de téléviseur. On n'a pas le HomeKit, on n'a pas AirPlay 2. Donc vous voyez, c'est des trucs qui s'additionnent sur le côté où ça pourrait être encore mieux, mais il manque certaines fonctions que moi je trouve importantes sur les téléviseurs maintenant. C'est-à-dire que je trouve sur les modèles concurrents qui sont entre guillemets quelquefois moins chers. Justement, un train peut en cacher un autre. Vous avez le premier train qui est ici et derrière vous avez le LG C1. Et justement, le LG C1, dans le menu, il y a plein de trucs dessus. Vous avez MyCanal et autres. Et là, c'est vrai que ça manque. Pendant qu'on y est, hop, la télécommande qui n'est pas rétroéclairée et qui est lourde en plus. Par contre, elle a un micro, on peut parler. OK Google, Alexa, et puis dans ce cas-là, vous pouvez donner des ordres au téléviseur, faire des recherches et autres via la télécommande. Ça, c'est un bon point. Mais rétroéclairage, un petit peu quoi. Ça coûte 3 000 €. Enfin, celui-ci coûte plus que ça. Il en coûte 4. Voici le meilleur moment de la vidéo. Et pourquoi? Parce que ça donnera lieu à aucune critique. On va parler d'audio avec Panasonic, et là sur ce téléviseur, ils ont fait quelque chose qui n'avait jamais été fait sur aucun téléviseur. Déjà que le produit est Dolby Atmos, comme le précédent. Alors déjà comme le précédent, regardez, vous allez faire, on fait comme à la maison, j'adore. Ici vous avez une cheminée. Vous avez une cheminée pour balancer le son en hauteur. Je vous explique, le Dolby Atmos, pour les gens qui ne se souviendraient pas, c'est un surround qui est à la fois horizontal, donc le son en horizontal, et en vertical, donc il doit monter. Donc pour ça, ils ont installé une petite cheminée ici, qu'on voit donc le son en hauteur dans la pièce, qui permet d'avoir justement une bulle. Quand on est là-bas, on a une bulle sonore en hauteur et en même temps le surround en horizontal. Donc là, il y avait déjà cette cheminée, il y a déjà des haut-parleurs à l'intérieur, ils ont rajouté des haut-parleurs latéraux. Donc ici, ce qui signifie en clair et sans décodeur que ça, derrière, ça délivre 125 watts en 7.1 canaux réels. C'est-à-dire c'est le nombre de haut-parleurs, parce qu'il y a un petit boomer et tout. Vous avez voilà, 125 watts débités, dont la cheminée pour avoir le son qui atterrit sur le canapé derrière. Moi, je trouve ça admirable et vous réglez tout ça dans le menu avec le mode Dolby Atmos qui est reconnu et c'est fabuleux. C'est fabuleux.
C'est pour un téléviseur, c'est dingue, c'est dingue. Vous écouterez tout à l'heure justement la séquence captée en audio 3D. On continue à parler de son. Le produit est Bluetooth. Vous pouvez appairer 2 casques en Bluetooth sur le téléviseur. Il est temps de passer aux résultats sur le terrain. Donc vous l'avez vu au début de la vidéo, moi je suis possesseur du GZ2000. Donc je n'ai pas vraiment été dépaysé avec le GZ2000. Et c'est vrai que cette image, quand on aime le cinéma, je vais vous en parler avec beaucoup d'émotion parce que c'est vraiment du cinoche. Et c'est pour ça que j'avais choisi dans ma vie professionnelle d'avoir comme ça le GZ2000 parce qu'il y a une façon suave de traiter l'image vidéo chez Panasonic avec les processeurs qui est absolument délicieuse. C'est-à-dire qu'on a une image qui est vraiment extrêmement naturelle. Bien sûr, je ne suis pas allé dans les menus pour faire des trucs incroyables avec une réduction des saccades ou autre. À chaque fois que j'ai regardé des images avec ce produit, ça a toujours été avec les modes les plus naturels possibles où je n'ai pas rajouté des choses. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est bon! Je veux dire, on a vraiment quelque chose d'extrêmement contrasté. Il y a des moments, il y avait vraiment un sacré écart entre le côté très lumineux et le noir qu'il peut faire ce produit, c'est-à-dire qu'il peut vraiment descendre tellement bas, il peut tout éteindre derrière, qu'on a ce pic, cette amplitude qui fait que tu es là, waouh, waouh! Et cette colorimétrie qui est extrêmement fidèle. Ça, c'est du délire parce que il y a des scènes compliquées justement quand on regarde Blade Runner 2049 en Blu-ray, on a les tons qui sont ocre comme ça, les tons un peu jaunes et c'est extrêmement compliqué à faire passer. Et lui, mais c'est pas un problème, moi je te passe tout, je te passe les visages, je te passe comme ça le brouillard, je te passe ces tons, je te passe tous les détails avec une grande profondeur de champ. Il va très très loin techniquement. Et c'est un régal de chez Régal en cinéma avec des bonnes sources. J'essaie bien sûr avec Netflix, avec Amazon. Vraiment, j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans le GZ2000 dans celui-ci. Et en plus, avec à mon avis un côté un peu plus suave. Je ne sais pas si le mot est bon en vidéo quand je dis suave. C'est un côté encore plus naturel, encore plus fluide, encore plus contrasté, encore plus vibrant au niveau colorimétrie. Je trouve que la colorimétrie de celui-ci est à mon sens encore meilleure que le GZ2000. Et il y a cette classe naturelle d'une image qui est extrêmement cinéma. Tu sens que c'est Hollywood qui a créé ce produit. C'est-à-dire c'est eux qui ont peaufiné ça. Tu sens que les mecs ils ont dit bah voilà, ça c'est le truc, on va le régler comme ça parce que c'est comme ça que ça se passe. Ça tu le sens immédiatement. Et je pense en toute sincérité que tu ne peux pas dire ouais j'aime le cinéma et pas aimer l'image de cette OLED là parce que c'est vraiment du cinoche quoi. Il faut vraiment lui mettre une source dégueu, alors dégueu de chez dégueu pour que le truc te mette des pixels comme ça et ça va pas et autres. Un truc que je peux vous dire également c'est que j'ai trouvé un sacré naturel dans les visages. C'est compliqué les visages. Vous savez, c'est compliqué d'avoir les tons chers, la carnation. C'est extrêmement compliqué. C'est le plus gros boulot quand on fait un étalonnage des couleurs comme ça. Enfin, les coloristes travaillent sur l'étalonnage des couleurs, c'est d'avoir comme ça la carnation. Vous voyez, il se met en veille. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, c'est au bout de 5 minutes qu'il se met en veille. Donc, vous allez avoir le logo qui va bouger comme ça. Parce que je sais très bien que vous avez peur du marquage. Et moi aussi, parce que j'utilise de l'OLED. Moi, les OLED que j'ai eu personnellement, j'en ai pas un qui a marqué. Mais attention, comme je le dis à chaque fois dans toutes les vidéos, le risque zéro n'existe pas. Et il y a bien sûr un mode anti-marquage, à ça qui se met en route. Il y a des modes de veille, il s'arrête et autres. C'est prévu. Mais qui peut dire aujourd'hui qu'aucune dalle OLED ne va marquer? Pas moi, je suis capable de vous dire qu'aucune dalle OLED ne va marquer. J'ai remarqué également que sur le modèle que j'ai ici, donc celui que j'ai en prêt actuellement, il n'y a pas ce qu'on appelle de banding. Parce qu'il peut y avoir du banding avec l'OLED, vous voyez les images à l'écran, ça peut être comme des bandeaux comme ça sur certaines échelles des grilles, vous voyez comme ça du banding. J'ai rien eu sur celui-ci. Mais attention, si vous avez le GZ2000 ou bien HZ2000, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir un fossé comme ça entre les deux en disant « Ah, je ne reconnais pas mon image ». Non, c'est extrêmement proche. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il fait également du gaming. Justement, on va y aller, on va faire un petit tour avec les gens qui font du gaming et justement, je vais vous commenter un peu les images. Voilà, vous avez à l'écran les sessions de gaming qui ont été faites ici au stream.fr avec une gameuse et un gamer. Ça se passait vachement bien. Alors, ce qu'ils m'ont dit en premier, ce qui les a surpris, c'est vraiment la qualité de l'image, la profondeur de l'image, cette définition. Parce que c'est la définition qui fait la différence de ce type de produit avec ce type de dalle. La définition est justement la profondeur de l'image liée au contraste. Colorimétrie, contraste, étonnant, une belle fluidité. Vous voyez à l'écran que c'est fluide, enfin ça a été filmé en 30 images par seconde par un smartphone, mais c'est extrêmement fluide. Eux, ils ont été surpris parce que les gens que vous voyez à l'écran n'avaient pas vraiment l'habitude de jouer sur ce type de téléviseur, un grand téléviseur comme ça, 65 pouces. Ils m'ont dit mais c'est dingue, la rapidité, il n'y a pas eu de latence, il n'y a rien eu. Bon, on peut dire que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on a pu faire avec ce téléviseur, ça a fonctionné. Autre truc qui a surpris les gamers, c'est la qualité audio. Le son extrêmement large, enveloppant et justement,
On va en parler maintenant. Du moins, on va écouter ensemble. Si vous le souhaitez, mettez un casque stéréo, des écouteurs stéréo, des intra-stéréo. On va maintenant écouter le son de cette véritable, je vous le dis avance, je vous le dis par avance, merveille qui est ici. On va écouter le son en binaural, capté donc en 3D, de ce qu'il est capable de faire en Dolby Atmos. Vous l'attendez tous, voici maintenant le labo de mesure de Sylvain. 1, 2, 3, check, check. Mais Sylvain, salut Sylvain. Salut Pépé. Ça va? Ça va super et toi? Je suis en pleine forme parce que quand je viens de voir, à chaque fois, je me dis, je vais voir du matos. Parce que Sylvain, vous voyez qu'une partie en plus d'ici, parce que côté il y a des cartons, des flycases, des tas de trucs, des grands produits. D'ailleurs, qu'est-ce qui est derrière moi là? Un petit téléviseur de 75 pouces, le Sony Z9J. Hein, c'est un 8K ça? Ouais. Mais là, on a la bête de compétition et donc on va tout savoir avec tes mesures qui ont été réalisées avec exactement les mêmes protocoles que les autres téléviseurs. Est-ce qu'ils ont lancé un téléviseur super lumineux naturellement? Alors il est lumineux, oui tout à fait. J'ai pu mesurer un pic de luminosité en mode filmmaker ou vrai cinéma, qui sont les deux modes sur lesquels finalement on va regarder le plus de films ou de séries. Un pic de luminosité mesuré à 830 candela par mètre carré. Donc, moi, je m'attendais à ce que tu me dises 1000, 1500 et autres. Ça, non, on n'est pas comme le premier téléviseur Sony qu'on a eu, mais qui crame, enfin, entre guillemets, qui cramait tout, mais qui montait à 1300. Donc, on est sur un pic raisonnable. Oui, raisonnable dans une configuration, encore une fois, dans laquelle on va regarder des films ou des séries tous les jours. Filmmaker ou vrai cinéma. C'est-à-dire pas un truc poussé, pas un mode intense. Tu as fait un essai avec un mode super intense où tu fous tout à fond dessus. Ouais, effectivement. Donc, à ce moment-là, on débraye tout et on se met en mode dynamique. Dynamique. Yes. Exactement. Avec ta petite sonde. Et là, on a pu obtenir un pic de luminosité de 940 candela par mètre carré. Donc ça commence à être les valeurs hautes de l'OLED quand même, Exact. 940. C'est-à-dire que les autres sont en général 700, 800, 850. Donc 940, c'est une dalle qui est donc lumineuse quand on la pousse. Et est-ce qu'à ce moment-là, l'image est quand même regardable ou ça reste quelque chose de très intense, très perturbé? C'est trop intense. Voilà. Clairement. Ouais. D'accord. Donc ce point-là, c'est fait. Le contraste, on va pas en parler parce que bon, il est… Infini. Toc, 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 monsieur, c'est complètement infini. Alors, on va attaquer peut-être un petit peu un truc qui est intéressant parce que c'est le premier téléviseur qui est annoncé comme gaming. Gaming de chez Panasonic, effectivement, ils avaient des grosses critiques jusque-là, avec un input lag qui était quand même… bon, qui était pas trop mauvais quand même. C'était raisonnable pour un téléviseur. Du coup, on a pu obtenir un input lag sur ce téléviseur de 14,4 millisecondes. D'accord, c'est ce qu'ils avaient annoncé ou pas? C'est exactement la mesure qu'ils avaient annoncée. Tu as réussi à faire exactement la même mesure? Ouais. Ah bah, formidable. Alors, donc, on a un très bon input lag. C'est pas les 9 millisecondes DLG, mais du C1, 14, ouais. c'est donc un téléviseur gaming. Tu as vu un mode dessus qui permettait de réduire justement cet input lag, comme on a pu voir avec LG, où tu
tu es tombé Pas sur, du sur environ 14 à chaque fois. Ouais, effectivement. Il faut se mettre dans mode jeu, simplement. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on a un Delta E qui est pas trop mauvais, donc une fidélité des couleurs qui est pas trop mauvaise en mode jeu par rapport à un mode film. Justement, on va parler un petit peu des petites mesures sur la colorimétrie. Alors, tu as remarqué quoi sur ce produit? Qu'il est très bien calibré. Mais avec toi, tout est toujours bien calibré. C'est pas moi, c'est le téléviseur. Mais si, c'est toi. En fait, l'avantage de ce téléviseur, c'est que c'est vraiment un téléviseur fait pour le cinéma. Il y a juste 4 modes, voire même un 5e mode pour des images cinéma. Le mode cinéma, le mode filmmaker, le mode vrai cinéma, le mode professionnel 1 et le mode professionnel 2. De toute façon, depuis le début, on sait, Sylvain, les gens qui nous regardent savent que Panasonic, comme Sony, mise sur le cinéma puisqu'ils sont installés à Hollywood avec des coloristes et autres. Et que donc, c'est ces gens-là qui travaillent ces menus. On le sait, l'inquiétude était sur la partie gaming. Mais là, ça a l'air de fonctionner. Alors, vas-y, fais-moi rêver. Alors, pour le mode standard, en mode filmmaker, on obtient un Delta E de 1,07. Qui était vraiment excellent puisqu'il faut être en dessous de 3, seuil en dessous duquel l'œil humain n'arrive pas à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. Bah attends, c'est excellent. C'est parfait. C'est parfait, alors voilà. En vrai cinéma, on obtient 1,25 sur ce Delta E moyen également, donc très bon également. Mode professionnel 1, on obtient 2,13, légèrement supérieur, sachant que le mode professionnel 1, finalement, c'est celui que vous allez retrouver en Dolby Vision lumineux, par rapport au professionnel 2 qui va être Dolby Vision sombre. Donc dans des conditions de visionnage dans une pièce lumineuse ou plutôt dans une pièce sombre, la nuit par exemple. D'accord, parce qu'on rappellera quand même que ce téléviseur sait tout faire, hein. Il sait faire tous les HDR, Dolby Vision, HDR 10+, il sait tout faire celui-ci. Donc les résultats sont bons. Ils sont très bons, effectivement. La température de couleur, toujours en mode filmmaker, qui a priori est le meilleur en mode SDR, contraire au HDR. On obtient une température de couleur de 6534 Kelvin. Parfait. C'est juste parfait, Calé. effectivement. Le gamma a été mesuré à 2,36 avec une courbe excellente qui suit bien celle de référence. Impeccable, rien à dire. Alors on va aller peut-être vers les espaces colorimétriques qui sont couverts de tous les côtés, mais couverts comment, Sylvain? Très bien couverts les espaces colorimétriques. Le RED 709, 99%, c'est parfait. Parfait. Le DCI P3, 99% également. On avait 98% sur le C1. LG C1, à titre de comparaison. Et le BT220, qui est le plus exigeant. Le plus exigeant, il paraît. Effectivement, on obtient 76%. C'est la plus grosse valeur que j'ai pu obtenir jusqu'à présent. Bah oui, parce qu'en général, ça titille les 70, ça va pas plus loin. Exactement. Et lui, il va 76% de l'espace colorimétrique le plus compliqué. Donc le BT2020. On s'aperçoit que d'année en année, les téléviseurs qui se pointent sont quand même vachement meilleur, peaufiné en réglage usine de base. Très bien réglé d'usine, effectivement. C'est vrai qu'encore une fois, ce sont des modèles haut de gamme. Donc normalement, on s'attend à avoir des très bonnes mesures. Mais finalement, ça se vérifie en tous les cas avec mes propres mesures. Ouais. Donc les HDR, ça fait tous les HDR. Tu as des mesures sur les HDR? Oui, j'ai quelques mesures sur les HDR. Je triche le mec voilà. En mode de filmmaker, donc j'ai pu obtenir un Delta E de 1,02 avec un pic de luminosité de 830 candela par mètre carré. En mode vrai cinéma, j'ai pu obtenir un Delta E de 0,88, qui est encore une fois inférieur à 3, donc excellent. C'est du jamais. Moi, cette valeur-là, je la connaissais pas. Ou alors, tu as mis ta sonde à l'envers. Non, je l'ai Et elle est à l'endroit, en plus, sur le modèle qu'on teste. Je rappelle que les mesures, ce sont les modèles que nous testons. Et avec les réglages par défaut, sortis du carton. En mode professionnel, donc dans un environnement lumineux, on obtient un Delta E de 1,16. Donc excellent également, avec un pic de luminosité un petit peu supérieur à 875 candela par mètre carré. En mode professionnel 2 enfin, le Delta E a été mesuré à 1,36, donc excellent encore une fois, et un pic de luminosité à 850 candela par mètre carré. Voilà. C'est le mec. Voilà. Alors, est-ce que tu as vu si ça, par hasard, le fait qu'on ait plein de choses comme ça, et qu'il soit lumineux en plus, et la consommation, ça donne quoi? Est-ce qu'il est à la rue ou parce qu'il n'est pas à la rue? Non, pas à la rue. J'ai pu mesurer donc sur 2 heures de temps sur une série en SDR, 70 Wh. 70 Wh, je ne vais pas dire que c'est que dalle, ça existe, mais c'est... Oui, c'est faible. Et on a mesuré qu'il était à 80-85, quoi, sur le même genre de truc. Donc, c'est quand même vachement bien. Donc quoi. lumineux, mais finalement, la consommation est tout à fait maîtrisée. C'est maîtrisé. Merci encore, on te retrouve bientôt pour, j'espère, un téléviseur TCL. J'espère aussi à très vite. Parce qu'on l'attend, celui-là. Hein. Mais je sais qu'il arrive. Le cargo est là. Il va arriver. Merci encore. Merci Pépé. Salut. Salut la communauté. Sincèrement,
je pense que ce téléviseur OLED, c'est la meilleure image cinéma que je connaisse. Il y a bien sûr Sony qui est derrière, hein, mais ou qui est ex aequo, on va dire. Mais en cinéma, c'est juste... Regarde la mâchoire. C'est bluffant. Le calibrage du téléviseur est bluffant, c'est d'une fidélité absolument incroyable, c'est vraiment extrêmement cinéma. Il s'agit tout simplement d'un téléviseur qui est un véritable outil de mastering. Il peut être utilisé en secteur professionnel et c'est pas tous les téléviseurs qui peuvent dire ça, hein, pas vraiment. Compatible avec tous les modes HDR, il gobe tout. La luminosité est idéale, c'est-à-dire que c'est ni trop ni pas assez, c'est-à-dire c'est juste intermédiaire au moment où on va se dire « Oh là, il en fait trop », le moment où on va dire bah, « Tiens, c'est bien, il y a un beau battement entre ce qui est sombre et ce qui est clair ». Luminosité très bonne, idéale. Je pense, en toute sincérité, qu'il s'agit du meilleur système audio qui existe sur un téléviseur. Vraiment. Derrière, on pourra dire qu'il y a Bowers & Wilkins avec Philips, mais ça, c'est un des meilleurs que j'ai entendu. C'est étonnant. La somme de réglages dans le menu, les modes image professionnelle, c'est génial. Le pied pivotant, ça, faut pas l'enlever, hein, Panasonic, par pitié, à genoux, hein, par pitié. Il faut garder ce pied pivotant. La télécommande avec un micro intégré. Et sur l'image, j'avais pas de banding sur le modèle que j'ai testé. Hein. Celui que j'ai là, hein, pas les autres vendus, je sais pas où. Hein. Celui que j'ai, il n'y a pas de banding. Le prix. Un produit qui est lancé actuellement, qui ne sera pas complet au niveau technique gaming. Il manque des choses, les mises à jour ne sont pas faites, le gaming ne peut pas être fait en 120 images par seconde en Ultra HD 4K. Je trouve ça dommage de lancer un téléviseur qui n'est pas entre guillemets finalisé côté logiciel et auquel il faut attendre des mises à jour. Quelquefois on me dit les mises à jour, là j'espère que ça va arriver, hein, Panasonic, ça serait bien. La télécommande est lourde et elle n'est pas rétroéclairée. 4 ports HDMI, il n'y en a que 2 qui sont HDMI 2.1. Aucun décodage du DTS. Il n'y a pas AirPlay 2 à bord. Il n'y a pas HomeKit pour gérer les objets connectés de la maison. Il n'y a pas l'application MyCanal. Il n'y a pas Disney+, il n'y a pas Apple TV. C'est pas une Android TV. Le filtre anti-reflet est inchangé. Le son est vachement bon. Il est vraiment très diffus. On a vraiment les effets Dolby Atmos. Par contre, ça manque de grave. Ça manque de soutien dans le grave. On sent qu'on ne peut pas avoir beaucoup de grave avec un téléviseur. Donc même en activant le subwoofer, bah, ça reste un petit peu creux dans le grave. Il y a également un problème avec le volume, c'est-à-dire qu'il peut aller très très fort. C'est un téléviseur qui a une grosse puissance. Là, la pièce, vous vous rendez pas compte, mais la pièce est très très grande hein, derrière moi. On arrive vraiment à la sonoriser parfaitement. Par contre, si on pousse vraiment, on a l'aigu qui devient un petit peu agressif. On sent qu'il y a un peu de distorsion parce qu'on met vraiment du très haut volume. Mais globalement, c'est parmi ce que j'ai entendu de meilleur quand même. Hein. Mais ça manque et ça méritait encore plus. On veut toujours plus de toute façon. Hop, les plus et les moins sont passés, on va attaquer la petite conclusion et le final. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'étais extrêmement heureux de le tester. C'était un plaisir. En plus, moi, je kiffe la marque et je kiffe le téléviseur OLED. Ce que moi, j'ai quand même remarqué, c'est que, et je suis très franc avec vous, j'aurais tellement aimé vous dire que ce téléviseur était parfait du premier coup, mais là, je peux pas. Je peux vous dire qu'il est parfait en cinéma. Séries télé, streaming et autres, le produit est absolument étonnant. Alors, étonnant de chez étonnant. Mais il y a toujours la partie gaming qui est incomplète sur le produit que j'ai reçu et qui est incomplète dans le produit qui sera mis en vente hein, parce que la mise à jour n'est pas faite et qui m'empêche de vous dire que c'est aussi parfait en gaming. Voilà, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que c'est une vidéo de longue haleine. Je prends mon temps et c'est tourné en plus sur plusieurs jours. On a le téléviseur depuis 10 jours. C'est Inception. Voilà. Merci aux équipes du stream pour leur gentillesse de me laisser comme ça tourner ici et faire le fou dans les locaux. C'est super gentil. Allez, ciao, je fais des bisous. Dernière petite vision du JZ2000 qui est là et qui m'attend pour être remballé dans son joli carton. Petit bonus, petite coulisse comme ça. Je voulais vous offrir les coulisses de ce test parce que c'est vraiment un test atypique. C'est un test qui n'est pas comme les autres pour Sylvain comme pour moi. C'est un test d'un téléviseur qui était certes attendu, hein, autant qu'est attendu un LG C1 ou étaient attendus les premiers mini LED de Samsung ou sont attendus également les modèles TCL qui vont arriver bientôt. C'est des tests qui sont attendus. Mais le truc avec ce modèle Panasonic qui est annoncé donc comme bicéphale cinéma et gaming, c'est qu'on savait grâce à nos enquêtes qu'il y avait justement un problème au niveau de la mise à jour, de la définition sur l'Ultra HD 4K qui ne pouvait pas être en 120 images par seconde. On savait qu'il y avait un problème de définition divisé par 2. On savait tout ça. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est comment communiquer là-dessus. C'est-à-dire comment vous montrer les choses, comment vous les expliquer. Donc la prise de tête, elle a duré plusieurs jours parce qu'il a fallu d'abord qu'on fasse les essais. Vous avez vu les essais avec la Xbox qui disait ouais, ok, c'est ok. Et puis après, on a vu avec le PC qui avait une définition différente. Ça a été un peu le bazar. Ça a été un peu le bazar de tous les côtés et en même temps des allers-retours avec les ingénieurs en Allemagne, les ingénieurs au Japon, avec la France pour essayer de comprendre pourquoi ce téléviseur se comportait comme ça. Moi, de vous à moi,
et on est en toute transparence hein, dans les vidéos, vous le savez, un téléviseur qui se dit gaming et qui se pointe sur le marché, donc dans peu de temps actuellement, hein, ils ont lancé juin, je crois que les premiers exemplaires vont arriver vers le 10 ou 15 juin, il se pointe et entre guillemets, il n'est pas finalisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas totalement finalisé sur la partie gaming, il manque une partie de la définition, elle est divisée par deux, le téléviseur fait un aménagement. Je trouve ça un peu bizarre de la part d'une grande marque comme Panasonic de balancer un produit alors que les concurrents en face ont des produits comme le C1, le G1, les modèles Samsung, certains modèles Sony qui sont directement compatibles avec presque tout. C'est-à-dire qu'ils ne se posent pas de questions, surtout le C1 ou le C10 qui ont un deal avec Nvidia, Xbox, les produits gobent tout sans se poser de questions en gaming, sur le VRR, sur la LLM, ils gobent tout ce qu'on leur donne. Et se dire, voilà, on est Panasonic, moi je voue un culte à Panasonic depuis des années, depuis que je suis gamin. Matsushita, pour moi, c'est gigantesque, c'est vraiment toute mon enfance. Et se dire qu'on est Panasonic et qu'on lance ce produit, malgré le fait que on le lance, mais on sait très bien qu'il y aura des mises à jour à venir parce que tout n'est pas complet dessus, je trouve ça étrange. Moi, je vous dis, je ne suis pas un commercial chez Panasonic, je ne suis pas Panasonic. J'aurais peut-être au fond de moi préféré attendre, c'est-à-dire dire on va le lancer 3 mois plus tard, on va le lancer à la rentrée, on va le lancer, je ne sais pas, moi, au mois d'octobre, mais on va le lancer, il y aura tout dessus. C'est-à-dire, il y aura tout. Je sais parfaitement que les sources gaming en Ultra HD, 4K, 120 images par seconde ne sont pas légion. Je sais ça parfaitement. Mais les gens, dans l'inconscient, il y a un truc qu'ils ne peuvent pas faire. Ça suffit pour que les gens se disent « Oh là là, il coûte plus cher que les autres parce qu'il coûte quand même 1000 € de plus qu'un C1 pour la même diagonale. » Donc c'est vraiment un tarif qui est plus élevé. Pourquoi? Parce que c'est Pana, parce qu'il y a le Dolby Atmos, il y a tout, il y a les cheminées sonores et tout. C'est un produit qui est étonnant. Donc en construisant ce test, Sylvain et moi, on savait que ça n'allait pas être facile. Ça n'allait pas être facile, donc on a essayé de tout donner. Hein. Donc on n'est pas parfait, les êtres humains ne sont pas parfaits, donc le test n'est pas parfait, mais on a fait au mieux pour essayer de vous informer. C'est pour ça qu'il y a des séquences avec le PC, on a essayé d'envoyer des tas de signaux, voir comme ça, en grossissant sur l'image, est-ce que tous les pixels sont activés quand on passe en 120 images par seconde, qu'est-ce que peut faire le téléviseur, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire. On a essayé de tout faire, d'essayer d'avoir comme ça une vision radiante et large, et panoramique de ce qu'est ce téléviseur. Le truc, c'est que ce téléviseur est censé évoluer, il est censé donc avoir des mises à jour qui vont l'optimiser et autres. Donc nous, on a fait le test par rapport à ce qu'on avait, c'est-à-dire le modèle qu'on avait, dans la version qu'on avait, et c'est pour ça qu'on vous donne la date, c'est donc début juin. Et on ne sait pas ce qui va se passer le 15, le 20, le 30 ou au mois d'octobre, on ne sait pas encore. Donc le test est en l'état, c'est-à-dire maintenant. Voilà, donc c'est important que je donne un peu les coulisses parce que quelquefois les choses peuvent paraître, oui, c'est ci, c'est ça, les tests, oui, ça s'étire de tous les côtés, ça fait 30 minutes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, on a essayé de faire au mieux surtout. On a essayé de prendre tous les paramètres et tester un téléviseur, surtout quand c'est des gros trucs comme ça qui se baladent entre Sylvain, ici, qui repartent chez moi. Il y a 3 destinations différentes. Enfin bref, c'est toujours un bazar et ça prend pas 10 minutes. C'est des tests qui s'étirent sur 10 jours, voire 15 quelquefois pour qu'il y ait les allées et venues du produit. On n'en avait qu'un seul, donc il fallait qu'il tourne comme ça, qu'il réatterrisse ici pour la partie finale justement de la prise de vue, voilà, et qu'on a chez Sylvain et tout. C'est très compliqué. C'est une incroyable machinerie de faire un test de téléviseur et c'est pour ça que je voulais le mettre un peu dans les bonus parce que les gens ont toujours l'impression de dire ah bah tiens le téléviseur est sorti, c'est quand que tu le testes Pépé, tu mets le test après-demain en ligne? Ouais ben non, j'aimerais bien, mais si je vous mets un test 2 jours après, ça veut dire que je l'aurais pas testé le téléviseur, ça prend beaucoup de temps et ça demande toute une gestion, une logistique qui est gigantesque mais qui moi me rend complètement heureux quand c'est terminé, c'est-à-dire que je regarde les 10 jours que je viens de passer. Et je me dis, j'ai vécu des moments dingues, c'est-à-dire des trucs avec des hésitations, des satisfactions, qu'est-ce que je fais, comment je le présente. La vidéo avait été terminée samedi soir, donc le samedi 5, je l'ai annulée parce que je dis c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, je ne comprends pas quelque chose, je ne peux pas mettre une vidéo comme ça en ligne parce qu'il me manque des éléments. J'ai continué à enquêter avec Panasonic, donc dimanche, lundi, Panasonic Allemagne et tout. J'ai enquêté pour essayer d'avoir les compléments, les certifications, qu'on me dise bien ce qu'il peut faire, ne pas faire, avec cette indication à l'écran qui est trompeuse, qui dit que le téléviseur peut faire alors qu'en fait quand il ne le fait pas. Enfin bref, c'est très compliqué. Et là, on attaque sur le côté logiciel, le côté mise à jour. Quelquefois, nous, on ne maîtrise pas, parce que nous ne sommes pas la marque. Et donc, on essaie juste de comprendre. Donc, c'est pour ça que cette vidéo s'est étirée. C'est pour ça que cette vidéo contient toutes les informations que vous avez. Et encore une fois, ce n'est pas parfait, mais on a vraiment essayé de faire au mieux. Voilà, et j'espère que vous avez trouvé ce qu'il vous fallait. Et je ne sais pas ce qui va se passer dans les mois à venir. Peut-être qu'en effet, si la mise à jour est terminée, si on sait qu'il faut refaire quelque chose dessus, on refera une petite vidéo pour expliquer la mise à jour sur l'évolution au niveau de la définition et du VRR pour le gaming. Pour le moment, on ne peut pas vous en dire plus que ce qui est dans cette vidéo, c'est purement factuel. Factuel et vérifié sur le terrain. La suite, ce qui va se passer dans l'avenir, on verra. Tout ce que je souhaite, c'est que Panasonic tienne ses engagements. Je continue à être très très heureux d'avoir fait cette vidéo et très très heureux d'avoir pu communiquer avec vous sur ce téléviseur qui, moi, me fait rêver. Il est en effet incomplet, il est imparfait, il manque des trucs,
mais il me fait diablement rêver par la qualité de son image et par la qualité du son. C'est juste oufissime. Et c'est ce qu'il faut, je pense, retenir dans tout ça, cette expérience. L'expérience que j'ai vécue, que Sylvain a vécue, qu'on a vécue ici avec des gens qui sont venus voir le produit, qui ont dit « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, oh là là, mais qu'est-ce que le son est génial », tout ça. C'est un truc, on le vit et on se dit « Ouais, ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup ». Peut-être il y a tout ça autour dans les coulisses techniques, il manque ci, il manque ça, mais au final, le produit, c'est une bête. On espère que la bête nous réservera encore de belles surprises pour 2021 avec ses mises à jour.